La biodiversité cultivée a une fonction primordiale dans la préservation de la faune sauvage. La première fonction qu'on peut lui attribuer, c'est la préservation et le maintien de la diversité des couverts. C'est un élément très important. La diversité des couverts sur un territoire, c'est ce que l'on appelle en termes techniques la capacité d'accueil d'un territoire. Cette capacité d'accueil en fait conditionne le niveau de population et la dynamique de population d'une espèce. Soit le territoire convient à l'espèce et sa dynamique sera positive, soit le territoire ne convient pas à l'espèce et sa dynamique sera en régression. Alors ce travail en fait dépend de l'homme, hein. Grosso modo ça dépend de deux paramètres. Le paramètre assolement, le paramètre de la rotation. Ce qui est façonné par l'homme, en fait, montre que ce n'est pas irréversible, que lorsque l'on entend parler de perte de biodiversité, on peut très bien inverser ces tendances. C'est une question de volonté et de pouvoir inscrire, je dirais, les bons leviers dans les bonnes politiques qui se mettent en place. Le second point qui est important et qu'il faut retenir, c'est le travail sur les variétés. Alors le travail sur les variétés a des conséquences, je dirais, sur la faune sauvage. Prenons simplement l'exemple du colza, le fait de pouvoir mettre sur un même territoire des variétés précoces et des variétés tardives, permettre d'avoir une période d'étalement, je dirais, de la floraison, donc d'une exploitation plus longue de la faune auxiliaire ou de la faune apicole. Et à l'inverse, lorsque l'on travaille par exemple sur des cultures à risque, du style bande enherbée le long des cours d'eau, le fait de pouvoir réduire la période d'épiaison des graminées peut effectivement éviter de devoir sortir le broyeur et de broyer au moment où on est en période de couvaison ou d'éclosion des jeunes. Donc c'est ces deux paramètres-là qui sont importants, je dirais, vis-à-vis de la faune sauvage. Le travail sur les variétés peut contribuer effectivement à pallier à un problème local de la faune sauvage. Le troisième point qui est important, c'est la typologie des plantes. On a en fait classé, je dirais, selon la morphologie des plantes en quatre grandes catégories. Hein, les plantes, on va dire, d'alimentation, les plantes de protection avec les pyramides, le système de la pyramide inversée, les plantes de repères visuels, style, je dirais, févrole par exemple, ou alors vous avez également aussi les plantes refuges, hein, c'est les couverts, je dirais, qui servent de refuge vis-à-vis de la faune sauvage. Le quatrième point, avant de passer, je dirais, à la présentation de la plateforme, le quatrième point, le lien entre la biodiversité cultivée et la faune sauvage réside aussi dans la diversité des graines. Parce qu'on a une diversité des graines avec une richesse, je dirais, alimentaire différente qui permet en fait d'être utilisée par une faune beaucoup plus diverse selon la taille de leur bec, les oiseaux ou ces paramètres-là permettent une utilisation optimale sur un territoire. Voilà, donc on va tout d'abord commencer par la facélie, hein, qui est le premier couvert proposé. Donc c'est un couvert, je dirais, à croissance rapide, qui est nectarifère, donc très intéressant, et à la fois un avantage, je dirais, séchant au niveau de la base de la plante. Donc c'est un couvert gélif très facilement, donc qui permet, je dirais, une destruction par le gel et non par action mécanique type broyage. À côté, vous avez le sarrasin, qui est une plante aussi jolive, qui pousse très vite, qui apporte des graines durant le mois de septembre-octobre lors des semis d'interculture. Donc cet avantage permet aussi un apport de nourriture de petites graines pour la faune. Ici, on vous a présenté un couvert qui est une association de plantes. Donc le gros intérêt de travailler sur des couverts où on peut y additionner des plantes différentes, cela permet d'additionner les avantages des différentes plantes. Notamment là, ce que l'on a recherché, c'est à la fois des plantes à floraison qui sont intéressantes pour les insectes auxiliaires et pour le monde apicole, mais aussi pour la faune en termes de nourriture. Donc important lorsqu'on travaille sur des couverts de bien penser à l'objectif que l'on recherche et surtout à l'utilisation par la faune. Il faut une facilité de circulation qui soit assez aisée de manière à avoir une utilisation optimale du couvert. À côté, vous avez un couvert de mélilo. Bon, là on le voit au stade jeune, le mélilo est une plante pluriannuelle. L'hiver ça peut monter jusqu'à 1,50 m, 2 m, c'est un couvert qui est assez séchant, intéressant pour les insectes auxiliaires. Donc insectes auxiliaires, on en parle beaucoup, mais ça a une fonction, je dirais, dans les luttes biologiques, hein, puisque de nombreux insectes auxiliaires permettent de limiter l'impact de certains ravageurs sur des cultures, donc les mettre au niveau lisière, au niveau des bordures, permet effectivement de cumuler ces intérêts.
L'intérêt aussi d'avoir une faune, une entomofaune assez diversifiée, juste pour rappel que de nombreux oiseaux, notamment par exemple les jeunes perdreaux, durant leurs 4 premières semaines ne s'alimentent exclusivement que d'insectes. Donc à partir du moment où vous avez des zones pauvres en insectes, la ressource alimentaire est, j'irais, très faible et donc ça pose problème. Alors à côté vous avez une autre association de couverts. Ce qui est assez intéressant sur ce couvert là, c'est que hier nous avons eu quelques lièvres qui sont venus en fait brouter le couvert. Donc ça me permet de saisir cette occasion pour vous montrer le degré d'appétence des plantes. Vous avez certaines plantes qui sont plus appétentes que d'autres. Là-bas, nous verrons le trèfle blanc et le mélange ici, trèfle de Perse, sainfoin, le mélilot n'a pas trop été touché. Mais nous voyons bien qu'il y a une préférence dans l'alimentation, donc ce qui correspond tout à fait à cette notion de couvert et d'association de plantes, qui font que selon les objectifs que l'on souhaite lui assigner, ça permet de répondre à des objectifs. Ici, vous avez de la navette. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le phénomène de pyramide inversée, donc très étroit à la base et ensuite qui s'étale et qui offre une protection, soit en période de forte chaleur, en période d'humidité ou alors de mauvaises conditions climatiques. Donc ça c'est intéressant par exemple de cumuler des plantes à cette caractéristique, par exemple avec de la févrole en termes de plantes de repères visuels, ça permet d'avoir des couverts très riches. Bon là le trèfle blanc c'est pareil, hein, intéressant vis-à-vis de la couverture très rase du sol qui permet de garder une certaine hygrométrie dans le sol et de lutter contre les adventices. Le chou, bon, revient un peu comme la navette, hein. Le chou a cette notion de protection. Il a l'avantage aussi d'être toujours poussant en période aussi un petit peu plus fraîche, je dirais octobre-novembre. C'est une plante qui pousse encore quand même quand les conditions restent assez défavorables. Alors, on a voulu terminer les présentations par 2 associations de couverts. Une association de couverts faune extra qui est proposée là, où il y a eu un mélange de sarrasin, de la navette pour la protection, et soit de la céréale vous pouvez mettre, ou du moa ou du millet, ce qui est proposé dans le couvert ici. Bon, ça c'est des couverts qui peuvent être proposés au niveau de l'interculture et qui, selon les régions de France, hein, parce qu'effectivement vous avez des régions qui seront plus propices. Le sarrasin chez nous n'apporte pas grand chose parce que les conditions climatiques font qu'il ne se développe pas assez, mais bon, dans d'autres régions ça peut être intéressant. Le couvert fleuri, bon, il est intéressant pour les insectes auxiliaires, pour la faune et en termes de reproduction, effectivement, ça peut être un allié assez important parce que vous avez des couverts assez bas, une alternance de plantes basses et de plantes hautes qui permet, je dirais, à la fois d'utiliser des repères visuels et une exploitation par la faune. Donc, ce qui est important à retenir, c'est cette dimension de patchwork et de couverts différents sur un territoire, en termes de biodiversité cultivée. Aussi important de savoir que l'on peut jouer sur des associations de couverts pour répondre à des problématiques locales, des problématiques ciblées. On prend le cas par exemple des couverts sipans. Après la moisson, 80% sur certaines plaines du territoire peuvent être chamboulés, ce qui permet en fait, avec ce genre de couverts, de pallier à cette problématique et de répondre à la fois à la demande sur le territoire de protection, de nourriture et de refuge pour la mauvaise saison.